Nous avons l'honneur et le plaisir donc de recevoir M. Jacques Touré. Jacques Touré est notre intervenant d'aujourd'hui. Jacques, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit ici dans notre interview pédagogique qui, quand on le commencera en présentiel, vraiment la tisane sera servie. Sera servie. Ouais. Donc, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Alors, Jacques est doctorant et il est aussi chargé de cours au département des éducations de l'Université de Québec à Ottawa, à Gatineau au Québec. Donc, Jacques a comme thématique de recherche le leadership en éducation et l'évaluation des apprentissages. On prévoit même un colloque donc, international sur le leadership en éducation pour bientôt. Ce sera peut-être en début de l'année prochaine. Donc, parallèlement à cela, donc Jacques est aussi directeur adjoint au programme de formation à l'enseignement à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Voilà, donc il est cette personnalité là-bas. Il collabore aussi avec l'École nationale d'administration et de magistrature qui correspond à l'ENAM, donc de Ouagadougou, Burkina Faso, à titre de conférencier. Jacques aussi est un panafricaniste convaincu, n'est-ce pas? Il milite aussi pour une collaboration accrue entre les chercheurs en éducation dans l'espace francophone. Ce que nous sommes en train de matérialiser effectivement, donc avec le pôle LSHE, est vraiment, vous voyez, donc la faculté d'éducation donc de l'université d'Ottawa et aussi l'université du Québec à Ottawa. Donc, c'est ça, pour une meilleure diffusion donc, des publications scientifiques. Jacques, aujourd'hui, vient nous parler un peu des méthodes de recherche en sciences de l'éducation, un bref aperçu. Il avait déjà partagé des textes que j'ai aussi partagés avec le groupe. Et voilà, on se base sur ça. Donc, Jacques, vous avez la parole. Un grand merci au nom de l'UVS. OK. Ben, merci à M. Sané, merci à M. Cissé et merci pour l'accueil que vous me réservez ce matin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Alors, comme vous l'avez dit, mes thématiques de recherche sont le leadership et l'évaluation des apprentissages, mais j'ai aussi un intérêt pour les méthodes de recherche parce que c'est un cours que j'ai déjà donné, c'est un cours que je donne et c'est ce que je suis allé faire à Ouaga cet été. Alors donc, lorsque j'ai été sollicité, c'est avec plaisir que j'ai voulu le faire. Mais il y avait des contraintes évidentes puisque c'est un cours que je donne sur 4 mois. Alors donc, il m'a fallu mettre tout cela dans une présentation d'1 heure. Donc, vous comprendrez que je ne vais vraiment pas approfondir. Ça va être un survol. Même si le titre de la présentation dit un aperçu, ça va même pas être un aperçu, ça va être un survol. J'imagine qu'il y a des étudiants qui sont dans la salle parce que cette présentation s'adresse beaucoup plus à des étudiants qui s'apprêtent à faire de la recherche, n'est-ce pas? Donc, j'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle et je suis sûr que c'est un cours que vous avez déjà dans votre programme, les méthodes de recherche. Et donc, ce que je vais présenter va vous permettre de mettre en relation ce que vous allez découvrir avec les cours que vous faites en ce moment. Donc, ça peut être un approfondissement ou une révision, ou ainsi de suite. Ce que je voudrais dire aussi, pendant que je fais mon partage d'écran, enfin, je vais le dire d'abord, puisque ça va aller vite, comme je l'ai dit, c'est un survol, puisque ça va aller vite, s'il y a des aspects de la présentation qui vous accrochent, qui vous intéressent, que vous aimeriez approfondir, puisqu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, vous pouvez contacter M. Ba, M. Cissé, pardon, lui dire, n'est-ce pas, exprimer votre intérêt, n'est-ce pas, à voir ces aspects-là approfondis. M. Cissé va me contacter et moi, je ferai des séances Zoom avec vous à une date ultérieure en fonction de mes disponibilités. Alors, donc, si je survole certains aspects aujourd'hui, comprenez que c'est par manque de temps.
et parce que j'ai aussi certaines choses à faire aujourd'hui. Mais je suis disponible, n'est-ce pas, parce que c'est une thématique qui m'intéresse. Je suis disponible, n'est-ce pas, à approfondir ces aspects-là que je n'aurais pas eu le temps d'expliciter aujourd'hui à un autre moment. Donc, je tenais à préciser cela. Cela dit, je vais faire mon partage d'écran. Voilà. OK. Alors, je répète, ce sera beaucoup plus un survol qu'un aperçu, hein, parce que ça va aller vite. Attendez, comment est-ce que... OK, alors voici, je commence par présenter la structure d'un travail de recherche. À quoi ressemble un travail de recherche en sciences de l'éducation? Ben, un travail de recherche en sciences de l'éducation ressemble à ceci, n'est-ce pas? Il y a 5 grandes parties. La problématique, le cadre de référence, le cadre méthodologique, l'analyse des données, la publication ou la communication des résultats. Dans le point 2, j'ai dit le cadre de référence. Pourquoi? Parce que, bon, il peut s'agir du cadre conceptuel ou du cadre théorique. Alors, c'est plus simple lorsqu'on dit cadre de référence. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas pouvoir présenter chacun de ces points hein, par manque de temps. Parmi ces 5 points, j'en ai choisi 2. N'est-ce pas, que je pourrais présenter, je ne dirais même pas de façon approfondie, mais de façon sommaire. Pas parce qu'ils sont les plus importants, mais parce qu'ils méritent vraiment qu'on les connaisse en profondeur. Le premier point est la problématique. Pourquoi la problématique? La problématique, c'est un peu comme les fondations d'un édifice. Si les fondations ne sont pas solides, l'édifice ne peut pas tenir. Si votre problématique n'est pas solide, votre travail de recherche va en pâtir. Donc, la problématique doit être bien ficelée. Ensuite, le cadre méthodologique, parce que c'est le cœur de la recherche. Donc, je vais m'arrêter sur ces 2 points. Et pour le premier point, la problématique, je vais parler du contexte, du problème de recherche, de là où les questions de recherche, ou les hypothèses. Je ne vais pas trop toucher aux hypothèses. Mais comme je l'ai dit, si y a des aspects que vous voulez voir approfondis, n'est-ce pas, je suis disponible. On pourra faire ça en séance Zoom à un autre moment. Les objectifs de recherche et la pertinence. Donc, pour le cadre méthodologique, je vais parler des notions d'épistémologie et de paradigme. Monsieur Sané en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? On ne peut pas faire de recherche ou enseigner les méthodes de recherche sans parler d'épistémologie. Ça paraît un bien grand mot, mais on va l'expliciter. La recherche quantitative et les principaux types de recherche quantitative, la recherche qualitative et les principaux types de recherche qualitative, l'échantillonnage. Bien entendu, ce n'est pas tout ce qui est possible de savoir, mais encore une fois, c'est un survol et c'est un survol rapide. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une recherche scientifique? Là, j'ai pris une définition qui n'est certes pas parfaite, mais qui peut répondre pour les besoins de la cause à ce qu'on cherche à faire présentement. On dirait que la recherche scientifique est une démarche d'acquisition de connaissances qui utilise diverses méthodes pour répondre à des questions déterminées que l'on souhaite approfondir. 2 éléments ou 3 éléments essentiels à retenir ici. C'est une démarche pour acquérir des connaissances. Ça, c'est le premier point à retenir. Ensuite, il utilise diverses méthodes qui peuvent être quantitatives, qualitatives. Ben, la définition, à mon sens, à mon avis, n'est pas trop complète parce que, bon,
On aurait dû ajouter les méthodes mixtes. Et pour répondre à des questions que l'on souhaite approfondir. Donc là, ce sont là les éléments essentiels de la définition. On va les revoir, on va revoir certains de ces points-là un peu en détail. Mais bien avant, j'aimerais parler des critères, les critères d'une bonne recherche scientifique. Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les objectifs fondamentaux? Il y en a trois essentiellement. Le premier, c'est il faut qu'il y ait production de connaissances nouvelles. Parce que lorsqu'on veut entreprendre une recherche, il faudrait que ce soit dans l'intention de produire des connaissances nouvelles. Sinon, ça ne sert à rien si on veut faire une recherche pour reproduire ce qui existe déjà. Ce n'est pas nécessaire. Donc, la condition première, c'est qu'on soit persuadé ou qu'on veuille produire des connaissances nouvelles. Deuxième critère, une démarche rigoureuse. Et le troisième critère, c'est qu'il y a communication des résultats. Parce que pour qu'une recherche soit vraiment valide, on ne la garde pas dans son tiroir, il faut qu'elle soit publiée. Et on privilégie la validation par les pairs, c'est-à-dire que vous faites évaluer votre recherche par d'autres personnes et qui vous donnent des rétroactions et qui jugent si elle doit être publiée ou pas. Alors donc, pour élargir un peu, n'est-ce pas, ces objectifs, on dira en général, n'est-ce pas seulement en sciences de l'éducation, à quoi sert une recherche scientifique, c'est pour décrire, n'est-ce pas, le monde qui nous entoure, c'est pour expliquer, explorer, comprendre ce monde-là, pour chercher des lois, des modèles, des théories. En particulier en sciences de l'éducation, on fait de la recherche dans le but d'améliorer la pratique, ainsi de suite. Là, pardon, je fais une petite coquille. La problématique, OK. Alors, j'ai dit le premier point sur lequel j'allais m'étendre était la problématique. Alors, qu'est-ce que la problématique? Concevez la problématique comme un texte argumentatif. On cherche à répondre à une question. Pourquoi avons-nous besoin de réaliser cette recherche? Donc, concevez-la comme un texte dans lequel vous essayez de convaincre le lecteur que la recherche mérite d'être menée. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Dans la problématique, comme j'ai dit tantôt, c'est un texte argumentatif, on présente des arguments pour convaincre le lecteur, pour convaincre la communauté scientifique de la validité de notre recherche. Et donc, ces arguments doivent avoir de la valeur. Mais alors, qu'est-ce qui fait la valeur des arguments qu'on présente dans cette démarche argumentative? Les arguments sont tout simplement les publications qui ont été faites sur le sujet. On s'appuie sur tout ce qui a été produit auparavant, tout ce qui a été publié sur le sujet qui nous intéresse, sur la thématique qu'on souhaite entreprendre. De savoir qu'on a suffisamment lu sur la question. Pourquoi? On va voir cela tout à l'heure. Alors, excusez-moi. Généralement, on conçoit la problématique comme étant un entonnoir. Souvenez-vous, lorsque vous étiez en terminale pour les dissertations en philosophie, on vous disait toujours que l'introduction doit être, n'est-ce pas, sous forme d'entonnoir. Mais c'est la même chose que la problématique. On part des idées, des publications, de nos lectures, de nos observations, et petit à petit,
n'est-ce pas, on arrive, n'est-ce pas, au bout de l'entonnoir. Et tout ce qui est dans le bout de l'entonnoir, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Je vais parler de la situation générale, du contexte spécifique, du problème de recherche, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que la situation générale? Ben, c'est une façon pour vous de contextualiser le sujet que vous voulez entreprendre. Je donne un exemple assez simple. Si vous voulez faire une recherche concernant, disons, la scolarisation des filles au Sénégal, vos premières lignes ne vont pas traiter de ça. Vous n'allez pas commencer votre première phrase en parlant de la scolarisation des filles au Sénégal. Vous allez commencer par une ouverture beaucoup plus large. Vous allez parler de l'éducation au Sénégal, ou même de l'histoire de l'éducation au Sénégal. Et petit à petit, vous allez arriver à ce qu'on appelle le contexte spécifique, qui est la scolarisation des filles au Sénégal. Et en faisant cela, n'est-ce pas, vous allez aussi mentionner des recherches qui ont été déjà faites, n'est-ce pas, sur la question. Donc, c'est cela le contexte. Il faut contextualiser le sujet que vous traitez. Une fois que vous l'avez contextualisé, vous arrivez maintenant au problème de recherche. Souvenez-vous, il y a 2 diapos auparavant, j'ai dit que les arguments reposaient sur les publications qui ont été faites dans le domaine. Pourquoi est-ce qu'il faut les connaître? D'abord pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et ensuite, pour pouvoir justifier aussi votre recherche. N'oubliez pas que je l'ai dit aussi tout à l'heure, que l'un des critères pour qu'il y ait recherche, c'est la production de connaissances nouvelles. Donc, les publications qui ont été faites sur le sujet que vous voulez étudier, vous montrez que vous les connaissez, vous les avez lues, vous en rendez compte. Mais bien entendu, vous ne vous arrêtez pas à cela. Vous devez être capable de montrer que les publications qui ont été faites sur le sujet qui vous intéresse ne traitent pas de tout, qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui manque dans ce que les autres chercheurs ont dit, qu'il y a des failles que vous voulez combler. Donc, dans le problème de recherche, c'est de dire qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à ce qui a été fait auparavant. Parce que si vous n'êtes pas capable d'identifier un problème de recherche, votre recherche n'ira pas vraiment bien loin. Sinon, ça va être simplement une répétition de ce qui a été fait auparavant. Voilà pourquoi il est important de savoir ce qui a été fait auparavant pour ne pas le répéter, et de savoir aussi ce qui a été fait auparavant pour montrer comment vous dépassez ce qui a été fait auparavant. Et c'est en montrant comment on veut dépasser ce qui a été fait auparavant, c'est cela le problème de recherche. Donc, le problème de recherche peut consister en ceci. Vous dites, il y a quelque chose qui manque, il y a un doute dans ce qui a été fait auparavant. Dans les recherches existantes, il y a une contradiction, il y a des contradictions que vous voulez dépasser, il y a des insuffisances, il y a des ambiguïtés, il y a des inexactitudes, ainsi de suite. Il y a vraiment un manque de connaissances approfondies, et donc c'est ce que vous voulez apporter dans votre recherche. Alors, une fois que vous identifiez cela, vous le formulez, c'est cela le problème de recherche. Une fois que vous avez identifié, vous avez exprimé le problème de recherche, ensuite vient
la question de recherche. Ben, comme le dit le mot de la question, c'est un énoncé de type interrogatif qui va orienter votre recherche et qui va dire aussi au lecteur, n'est-ce pas, qui va préciser au lecteur quel est le fil conducteur de votre recherche, où est-ce que vous voulez aller avec cette recherche que vous menez. Donc, la question de recherche va varier en fonction du problème, en fonction du problème de recherche. Voilà pourquoi ça vient tout juste après le problème de recherche. Donc, la question de recherche peut être exploratoire, si c'est un thème qui est très peu connu, peut être descriptive, si c'est un sujet qui existe déjà, c'est une situation qui existe déjà que vous voulez, n'est-ce pas, décrire, ou elle peut être relationnelle. Relationnel, c'est lorsque vous mettez en relation deux ou plusieurs variables. Pardon. Exploratoire, si je devais prendre un exemple assez simple pour le contexte sénégalais, je pourrais dire, par exemple, M. Sané m'a parlé il y a quelque temps d'une réforme dans l'éducation au Sénégal. Donc, on pourrait, par exemple, dire comme recherche exploratoire, quelle est la perception que les enseignants sénégalais ont de la nouvelle réforme entreprise par le gouvernement. Voilà, c'est un exemple de questions exploratoires. Une question descriptive, on pourrait dire quel est l'état actuel ou quelle est la situation actuelle de la scolarisation des filles au Sénégal. On veut décrire la situation. Ou une question d'ordre relationnel, on peut dire, pour utiliser l'exemple de la réforme que j'ai étudié tout à l'heure, on peut dire quel est l'impact de la réforme introduite par le gouvernement sénégalais en éducation sur le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants ou des directeurs d'école ou des cadres de l'éducation. Voilà. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la question de recherche. La question de recherche peut être de plusieurs formes. Là, par exemple, je vous mets à l'écran l'extrait d'une thèse, n'est-ce pas, qui montre, n'est-ce pas, ici, le volet question de recherche. Même si je dis question de recherche, il peut s'agir d'une question principale comme ce chercheur-là l'a fait. Laisse-moi bouger un peu. Voilà. N'est-ce pas? Ici, nous avons une question principale de recherche et là-dessous, il y a deux sous-questions. Donc, si vous pensez que votre question de recherche mérite, n'est-ce pas, d'être expliquée davantage, voici une possibilité comme lui l'a fait. Et donc, les sous-questions permettent, n'est-ce pas, d'expliquer davantage la question de recherche. Alors, là encore, j'ai encore un autre exemple de questions de recherche. Nous avons une question principale et il y a des sous-questions. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous pensez que la question de recherche en elle-même est suffisante, vous n'avez pas besoin d'avoir des sous-questions. Alors, juste après la question de recherche, il y a les objectifs de recherche. Les objectifs de recherche, en fait, sont le miroir des questions de recherche. Vous formulez l'objectif de recherche de façon parallèle aux questions de recherche. On reprend la même formulation, mais ce n'est plus sous forme interrogative, mais sous forme affirmative, en commençant, n'est-ce pas, notre énoncé avec des verbes d'action. Alors là, je vais faire une petite parenthèse parce que dans certaines
publication sur les méthodes de recherche, vous trouverez les objectifs de recherche après le cadre conceptuel, après le cadre de référence. Pour d'autres, les objectifs viennent tout juste après les questions de recherche. Alors donc ça, c'est une question de méthodologie. Il n'y a pas une façon qui soit meilleure que l'autre. Si vous êtes des étudiants en master, je dirais de vous fier, n'est-ce pas, aux directives de votre directeur de recherche. Mais ce qu'il est important de savoir, n'est-ce pas, il faut formuler comme il faut les objectifs de recherche, n'est-ce pas, qui doivent toujours commencer par un verbe d'action à l'infinitif. Après avoir présenté les objectifs de recherche, l'étape finale de la problématique consiste à présenter la pertinence. Alors, qu'est-ce que c'est que la pertinence? D'abord, il y a deux types de pertinence que vous devez présenter, chacune de façon séparée. Il y a la pertinence sociale et il y a la pertinence scientifique. La pertinence tout court, qu'est-ce que c'est? C'est que vous devez montrer, vous devez prouver, vous devez exprimer ce que votre recherche va apporter. Parce que si vous n'êtes pas capable de dire, n'est-ce pas, oui, c'est vrai, vous apportez des connaissances nouvelles, mais en quoi ces connaissances nouvelles seront utiles à la fois pour la communauté des chercheurs et pour les praticiens? Vous devez être capable de formuler cela de façon claire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous n'êtes pas tout à fait encore bien convaincu de la pertinence de mener la recherche que vous voulez mener. Donc, la pertinence, comme je le disais, elle est de deux ordres. Le premier ordre, c'est la pertinence sociale. Dans le monde de l'éducation, puisque c'est de cela qu'on parle, on doit montrer quelle sera l'utilité de notre recherche pour les praticiens. Et quand je dis praticiens, c'est au sens large. Les enseignants, les directeurs d'école, les cadres du ministère, ainsi de suite. Ou même les parents d'élèves, ou même les élèves. Donc, c'est assez vaste. On va être capable de montrer, n'est-ce pas, quelle sera l'utilité de notre recherche pour ces personnes-là, pour cette communauté, pour ce que j'appelle la communauté éducative. Et une fois qu'on a formulé la pertinence sociale, il nous faut aussi formuler une pertinence scientifique. Quelles seront les retombées de notre recherche pour la communauté scientifique? En quoi est-ce que nous faisons avancer les connaissances? Quels sont les nouveaux développements que nous apportons? Donc, c'est cela la pertinence scientifique. Donc, vous allez clore, n'est-ce pas, le chapitre problématique sur ces deux points, la pertinence sociale et la pertinence scientifique. On peut aussi voir comme un point. Si on parle de pertinence, c'est de cela. Mais parler de pertinence tout court, ce n'est pas suffisant. Si dans une recherche, n'est-ce pas, que vous lisez, vous voyez qu'il est simplement mentionné la pertinence avec un seul paragraphe, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui manque dans cette recherche. On ne peut pas parler de pertinence au singulier. Parler de pertinence sociale d'un côté qui doit être séparé de la pertinence scientifique. J'offre quelques exemples. Je vais lentement parce que j'ai promis que j'allais m'étendre un peu sur la problématique. Mais après cela, je vais accélérer après cela parce que nous sommes déjà à 11h40. Donc là, c'est une recherche qui a été menée sur la tricherie. Alors, on a demandé, voici des exemples de pertinence sociale.
Elle sera utile aux professeurs chargés de former les étudiants pour leur montrer, n'est-ce pas, qu'il faut agir de façon éthique et responsable. La recherche va promouvoir l'importance des valeurs d'intégrité. Hein. Alors, donc, on montre que la recherche sera importante pour les enseignants et aussi pour les étudiants. Hein. Donc, c'est cela la pertinence sociale. Et l'autre volet, la pertinence scientifique. Hein. Donc, établir des modèles théoriques ou, n'est-ce pas, ajouter au corpus des connaissances scientifiques déjà existantes, mais il faut encore, il ne suffit pas de les dire, mais il faut montrer comment. Donc, ceci va clore le volet concernant la problématique. Alors, Monsieur Sané, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Parce que comme je dis, après la présentation, je ne sais pas si on aura le temps de prendre beaucoup de questions, mais j'aimerais faire une petite pause de 5 minutes ici pour voir s'il y a des questions dans le chat. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. On n'en a pas encore dans le chat. Je pense qu'ils sont en train d'écouter, ils sont en train de suivre. OK. Dès l'instant que tu donnes la possibilité. Donc voilà, nous avons 31 spectateurs. Vous avez la possibilité donc de poser des questions par rapport à ce qui a été déjà présenté. Donc soyez à l'aise, juste levez la main ou bien mettez dans le chat. Et comme ça, M. Touré va essayer d'y apporter les éléments de réponse. OK, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, il n'y avait pas 30 encore, il y avait une dizaine. Alors, pour ceux qui sont arrivés après, je vous l'aurais dit, je suis conscient que c'est un survol assez rapide. Je suis aussi conscient que les méthodes de recherche sont assez importantes, n'est-ce pas, pour votre recherche. Si vous êtes en master, vous devez rédiger un mémoire. Et donc, s'il y a des questions que vous aimeriez qu'on approfondisse, ça ne pourra pas se faire aujourd'hui. Contactez Monsieur Cissé. Voilà. Dites-lui, envoyez-lui un courriel. Je vais rassembler, n'est-ce pas, les questions en fonction des thématiques. Et moi, je vous propose de revenir à un autre moment, n'est-ce pas? Je ferai cela par Zoom. Vous vous inscrivez. Et puis bon, voilà. Ça, je l'offre de façon spontanée parce que je sais qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc, si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, c'est pas grave non plus, n'est-ce pas? Vous aurez le temps de réfléchir aux questions qui vous talonnent. Alors, donc, cela étant, je continue. Alors, après avoir présenté le volet, le premier chapitre, parce que le premier chapitre, c'est la problématique, passer au cadre méthodologique. Allô, Jacques. Oui. Allô. Oui. Il y a une question là. Il y a un participant qui a posé la question, est-ce que Monsieur Ba, regardez bien le chat. Oui, c'est ça. Il demande si est-ce que les deux pertinences que vous avez citées, n'est-ce pas, sont exigibles en Master 2. OK. Question de Sivali, Abou Sivali, un étudiant de Master. Un travail de recherche est un travail de recherche. Okay? Alors, peu importe le niveau, que ce soit un master, ici on dit maîtrise, on ne dit pas master 2 ou master 1, on dit maîtrise, on continue de dire maîtrise. Alors lorsque vous faites un mémoire, si c'est un mémoire que vous êtes en train de rédiger, il doit respecter la structure qui a été présentée là. La seule différence entre un mémoire et une thèse, c'est l'ampleur de la recherche. Pour un mémoire, on peut vous demander d'aller jusqu'à entre 50 et 100 pages. Et pour une maîtrise, c'est au-delà. Mais les parties que j'ai montrées, la structure ne doit pas du tout varier. Je ne veux pas dire non, comme c'est un mémoire de master, alors donc je vais me contenter de la pertinence scientifique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Alors, donc, j'espère avoir clarifié cela pour cet étudiant et pour d'autres. Il n'y a pas de raccourci en matière de recherche. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour parler de pertinence, j'ai une petite vidéo, n'est-ce pas, que je vous invite à visionner. Elle ne dure pas longtemps. J'espère qu'elle va fonctionner. Allez, c'est parti.
Observons d'abord une personne qui change de chemise. Parfait. Alors qui change de moustache. Maintenant qui change de coiffure. Pas de difficulté? Alors allons plus loin. Observons des personnes qui changent de paradigme. Ah, ça n'est pas facile de changer de paradigme. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas ça, changer de paradigme. Non. Ah, ça, c'est déjà mieux. Ça, ouf. Alors la question est posée. C'est quoi vraiment changer de paradigme? Imaginez par exemple que vous changiez de taille. Vous allez très vite changer de façon de voir le monde, donc de paradigme. Imaginez que vous changiez d'époque. Vous devez abandonner vos habitudes, vos repères, vos références, et donc changer de paradigme. Imaginez que vous changez de pays. Tout ce qui est normal, habituel, évident pour vous est différent ici. Ce n'est pas votre monde traduit dans un autre langage. Non, c'est un autre monde. Pourtant, si vous restez très longtemps, peu à peu, c'est l'intérieur même de votre tête qui va changer. Là aussi, vous opérez un changement de paradigme. Le plus grand changement de paradigme de tous les temps, c'est peut-être celui provoqué par Copernic et Galilée au XVIe siècle. Brutalement, l'homme n'est plus au centre d'un monde rassurant et clos, mais projeté dans un univers infini et inconnu. Quand Einstein écrit sa fameuse formule, c'est un changement de paradigme, une nouvelle manière de penser. Avant, par exemple, la masse se conservait. Maintenant, elle peut se transformer en énergie. C'est une révolution. En science, il y en a eu régulièrement. Et elles correspondent à des changements de paradigme. Le philosophe Thomas Samuel Kuhn a décrit ces révolutions. Pour lui, la science évolue par cycle. Dans les périodes de sciences normales, les plus fréquentes, les scientifiques travaillent dans le cadre d'une théorie qui globalement marche bien, même s'il y a parfois des énigmes encore inexpliquées. Mais si les énigmes s'accumulent, si des lois de plus en plus fondamentales sont mises en cause par des mesures ou des expériences, survient alors une crise qui va déboucher sur une révolution scientifique. Après cette période agitée, les nouvelles générations de scientifiques vont regarder le monde autrement. Les principes, les méthodes, le langage ont changé. C'est un changement de paradigme. Et le cycle peut recommencer sur des bases nouvelles. Mais ce schéma cyclique de Kuhn, ça veut dire que les sciences tournent en rond? À l'école, on m'a appris que les sciences progressent, qu'on va vers plus de vérité. Pas si simple. Avec Kuhn, l'idée de progrès se pose d'une manière nouvelle. Mon naïve. On ne peut plus penser que les connaissances s'accumulent comme une pile de livres. Et qu'on s'approche toujours un peu plus près de la vérité. À chaque révolution, à chaque changement de paradigme, tout est bouleversé. La vision du monde change complètement. Au point qu'on ne peut même plus comparer avant et après. Hé hé, révolutionnaire les idées de Kuhn. Oui, mais pas forcément consensuelles. En somme, il propose lui aussi un changement de paradigme. Deux mots sur ce qu'est un paradigme, selon l'humanisme méthodologique. Alors c'est un phénomène humain, radicalement humain, c'est-à-dire dont les racines sont dans la nature humaine et qui concerne, eh bien, quoi? Ben, il concerne trois choses. Une première chose, c'est, qui est souvent associée à la notion de paradigme, qui est la façon de voir le monde, de concevoir le monde, les visions du monde, les visions des choses, les visions des affaires, les visions de la politique, les visions de ceci, les visions de cela, la façon dont on conçoit, dont on connaît, on comprend le monde, qui, au fond, dit l'humanisme méthodologique, est une question de regard. Lorsqu'on change de regard, lorsqu'on change de point de vue, on ne voit pas la même chose. Alors, quand on change de position, quand on change, on verra, de sens, alors effectivement,
on voit le monde différemment. Si on regarde par cette fenêtre ou par celle-là ou ailleurs, on ne voit pas la même chose. Et un paradigme, c'est une vision du monde. Alors une vision du monde qui a sa cohérence, une cohérence puissante, c'est-à-dire qui explique comment les choses se passent, qui explique ce qui est et qui explique ce qu'on fait là, qui nous explique nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont on se voit et on se conçoit soi-même en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que groupe, etc. Et une conséquence est liée au regard que l'on porte, au sens dans lequel on est disposé. Quand on regarde les choses dans un certain sens, alors on voit le monde d'un certain sens. C'est ça, c'est une vision, on va dire épistémologique, une vision de la façon dont un paradigme organise une certaine vision des choses. Alors, la difficulté pour envisager d'autres paradigmes, c'est qu'il faut lâcher prise sur une certaine vision et ses conséquences sur l'identification de soi. Alors, donc, j'ai abrégé un peu parce qu'il y a le temps qui passe. Hein. J'espère qu'avec ces deux vidéos, on a pu comprendre un peu c'est quoi l'épistémologie qu'on utilise aussi de façon interchangeable avec le paradigme. Okay. En gros, le paradigme, comme ça a été dit, c'est la vision qu'on a du monde. Une recherche n'est jamais neutre, hein, parce que le chercheur va adopter un paradigme ou une posture épistémologique en fonction du regard qu'il porte sur le monde. Et en fonction de sa conception de la réalité, en fonction de sa conception de la science. Vous allez voir des chercheurs, n'est-ce pas, qui feront, tout à l'heure on a parlé de changement de paradigme. Les chercheurs, très peu changent de paradigme, je peux vous le dire. Il y a certains qui sont ancrés dans une posture qui ne change jamais durant leur vie. Pourquoi? Parce que leur conception de la réalité est statique. Okay. Alors, quels sont ces différents paradigmes? Quelles sont ces différentes postures épistémologiques qu'on retrouve en sciences de l'éducation? Elles sont trois. Hein. Il y a une quatrième que je ne mentionne pas, la posture critique. Il y a la posture positiviste, la posture interprétative et la posture pragmatique. Alors, nous allons voir un peu en détail ce à quoi rapporte chacune de ces postures. C'est pas, l'épistémologie, on l'a déjà définie. La posture positiviste, ce sont les chercheurs qui conçoivent la vérité comme quelque chose qui existe, n'est-ce pas? Pour le positiviste, la vérité existe. Il est possible de la découvrir. Il est possible d'arriver à des conclusions qu'on peut généraliser, n'est-ce pas? Alors, la recherche pour les positivistes, le chercheur doit être neutre, complètement séparé de l'objet de sa recherche, qui ne doit pas du tout influer sur les objets ou les sujets de sa recherche. Les positivistes recourent à des méthodes statistiques, des tableaux, des figures, tout ce qui est numérique. Pour caricaturer un peu, je dirais que les positivistes sont ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la science, les sciences exactes, les sciences dures. Voilà. En face d'eux, il y a la posture interprétative. Pendant longtemps dans le monde des sciences, a dominé la posture qu'on vient de voir, la précédente, la posture positiviste. Mais depuis quelque temps, moins de 100 ans, on peut dire, il y a eu émergence d'une nouvelle épistémologie qui disent que le monde n'est pas du tout... on ne peut pas appréhender le monde de façon
unique, qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs vérités et que la recherche n'a pas forcément besoin d'être objective. Par exemple, si on veut étudier la façon dont une communauté X, Y ou Z vit le deuil dans leur culture, on va pas utiliser des statistiques, on va pas utiliser des données numériques ni des tableaux. La seule façon de savoir comment cette communauté-là vit le deuil dans sa culture, mais c'est d'aller sur le terrain, c'est de leur parler, de s'immerger dans le milieu. C'est de les interroger parce que seuls ceux qui vivent une expérience peuvent en rendre compte. Alors, donc, les tenants de cette posture-là s'appelle, n'est-ce pas, c'est la posture interprétative. Alors, dans certains manuels, dans certaines recherches, vous allez entendre certaines personnes dire la posture qualitative. Non, il n'est pas correct de parler de posture qualitative, n'est-ce pas? La posture interprétative regroupe différents types, dont la recherche qualitative. Donc, en gros, ce sont les deux distinctions. Maintenant, les deux postures, ce sont les deux tenants de ces paradigmes, n'est-ce pas, se sont opposés pendant assez longtemps. Et il y a eu émergence d'un autre paradigme, le paradigme pragmatique, qui dit non, ça ne sert à rien de s'opposer les uns les autres et que bon, chaque méthode a quelque chose à apporter, n'est-ce pas, dans la recherche, et qu'il ne faut pas se cantonner à l'une ou à l'autre des postures épistémologiques. Et donc là, c'est la posture pragmatique. Ce que j'ai manqué de dire parce que j'allais assez vite, c'est que la posture positiviste adopte la méthode de recherche quantitative. La posture interprétative, n'est-ce pas, c'est la recherche qualitative, parfois dite recherche interprétative. Et la posture pragmatique adopte l'approche mixte. Je ne vais pas beaucoup parler de l'approche mixte aujourd'hui. Alors, la recherche quantitative, ben, je l'ai décrite déjà, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un survol, ce sont pas des explications en profondeur. Il y a 4 principaux types de recherche quantitative. Il y a la recherche descriptive, la recherche corrélationnelle, la recherche expérimentale et la recherche quasi-expérimentale. La recherche descriptive, lorsque vous voulez décrire un phénomène peu étudié, que vous voulez le décrire en détail. La recherche corrélationnelle, j'en ai parlé un peu plus tôt lorsque j'ai mis en relation le sentiment d'efficacité personnelle, l'impact, n'est-ce pas, des nouvelles réformes en éducation sur le sentiment d'efficacité personnelle des acteurs dans le monde de l'éducation, la recherche expérimentale, n'est-ce pas, qui ressemble un peu à la recherche en laboratoire, la recherche quasi-expérimentale, n'est-ce pas, qui est un peu différente de la recherche expérimentale parce qu'on utilise 2 groupes ou on utilise le même groupe, on fait un testing avant et un testing après. N'est-ce pas? Comme je le dis, je pourrais approfondir tout cela à d'autres moments si cela vous intéresse. Quels sont les outils de recherche qu'on utilise en recherche quantitative? Il y a l'observation structurée. On n'en parle pas beaucoup dans les manuels de recherche, l'observation structurée, mais ça existe parce que lorsqu'on parle d'observation, on pense tout de suite à l'autre volet qui est la recherche interprétative. Dans vos recherches, vous ne pouvez pas simplement dire observation parce qu'il y a plusieurs types d'observation. Alors, ça peut induire le lecteur en erreur si vous dites simplement observation.
Ici, voyez-vous, je parle d'observation structurée. En quoi est-ce qu'elle consiste assez rapidement? Vous allez sur le terrain, le milieu de recherche, hein, vous avez votre feuille de recherche, vous savez exactement au préalable ce que vous voulez voir. Et lorsque se manifeste ce que vous voulez voir, vous le cochez. Hein, c'est cela l'observation structurée. L'entrevue dirigée, et ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas, dans les manuels. On pense que s'il n'y a pas d'entrevue en recherche quanti, il y a de l'entrevue en recherche quanti, mais encore dire entrevue tout court, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter entrevue dirigée. Et on verra pourquoi tout à l'heure. L'entrevue dirigée, vous avez vos questions au préalable, vous les posez, vous ne changez pas du tout d'une question à l'autre, il n'y a pas de relance, n'est-ce pas? Les questions sont posées dans un certain ordre et on recueille les réponses de façon assez ordonnée, et c'est cela l'entrevue dirigée. Enfin, le questionnaire, qui est l'outil, l'instrument de collecte de données le plus connu. Et voilà à quoi ressemble un questionnaire, n'est-ce pas, l'échelle de Likert. Il y a plusieurs d'autres types d'échelles. Ce n'est pas la seule échelle, mais c'est l'échelle la plus connue, n'est-ce pas, avec des énoncés, ainsi de suite, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ainsi de suite. Alors, donc, voici à quoi ressemble une échelle de Likert. Maintenant, l'autre volet, c'est la recherche interprétative ou recherche qualitative. À la différence de la recherche quantitative, on ne privilégie pas ici les statistiques ou tout ce qui est numérique, mais plutôt des données qui sont d'un autre ordre, n'est-ce pas? Il s'agit de regarder les comportements, des dessins, des mots, n'est-ce pas? C'est d'autres types de données qui ne peuvent pas être mesurés de façon quantitative. On parle de recherche qualitative. Alors, les types de recherche qualitative, elles sont assez nombreuses. J'ai entendu M. Sané en parler tout à l'heure. La recherche phénoménologique, la recherche ethnographique, la recherche enracinée, l'étude de cas, la recherche développement, la recherche action et la recherche collaborative. Les deux types de recherche, certaines personnes les confondent. La recherche action est différente de la recherche collaborative. La recherche action, vous êtes sur le terrain. Par exemple, un enseignant vous appelle, ils veulent améliorer un aspect de leur pratique, ils ont tout fait, ça fonctionne pas, vous êtes un chercheur à l'université, on vous invite, vous allez sur le terrain, ensemble avec l'enseignant, n'est-ce pas, vous trouvez une solution à cela. Donc, production de connaissances nouvelles, recherche-action. Recherche collaborative, vous avez entendu parler d'un enseignant qui est excellent, qui fait des choses extraordinaires, et donc vous êtes chercheur. Ça vous interpelle, vous voulez aller sur le terrain, vous voulez voir, n'est-ce pas, à quoi ça ressemble et tout cela. Et puis bon, vous faites une recherche là-dessus. Ça, on parle de recherche collaborative. Maintenant, la collecte des données. N'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'observation qu'il fallait préciser. On ne peut pas simplement dire observation parce qu'il y en a de plusieurs types. Alors, soit elle est structurée et donc vous êtes du côté quantitatif, soit elle ne l'est pas. Et là, il faut le dire. Il faut ajouter observation non participante, observation participante. Les deux font partie du volet interprétatif. Non participante, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous regardez et vous prenez une note, mais pas de façon structurée comme dans l'autre cas. L'observation participante, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous parlez avec le sujet, n'est-ce pas, et vous interagissez avec eux. Les entrevues semi-dirigées, tout à l'heure, on a parlé de diriger, à la différence de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les entrevues semi-dirigées, vous avez vos questions préparées au préalable, c'est parfait. Mais il y a des relances, n'est-ce pas? Si vous pouvez poser des questions d'approfondissement, vous n'êtes pas strictement tenu de vous limiter à ce qui a été élaboré dans votre questionnaire.
les groupes de discussion focalisés, là, au lieu d'aller interroger des personnes individuellement, vous prenez un groupe, n'est-ce pas, puis vous discutez de façon à bâton rompu, mais bien évidemment, il y a des questions, n'est-ce pas, vous orientez la discussion. Certaines personnes trouvent que c'est beaucoup plus enrichissant que d'interroger de façon individuelle des personnes. Mais peut-on faire, on a parlé de collecte des données, mais il est important, avant d'aller il est important d'avoir présent à l'esprit. On a des questions sur le chat, je ne sais pas si vous voulez y répondre ou continuer. Ok, j'ai presque terminé. Je vais le souffler un peu, d'accord. Oh, j'ai presque terminé, j'ai dépassé mon temps, j'ai presque terminé. Ok, l'échantillonnage. L'échantillonnage, n'est-ce pas, c'est un processus. Lorsque vous voulez aller sur le terrain pour faire votre collecte de données, tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, du sentiment d'efficacité personnelle des enseignants des directions d'école au Sénégal. Il n'est pas possible pour vous d'interroger tous les enseignants au Sénégal, encore moins tous les directeurs d'école. Donc, vous allez procéder à un échantillonnage. Alors, la population, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des personnes que vous voulez, qui peuvent être incluses dans votre recherche. Si ce sont les enseignants au Sénégal, la population, ce sont les enseignants. Mais bien évidemment, puisque vous ne pouvez pas les interroger tous, vous allez prendre une portion qu'on va appeler les échantillons. Il est important que ce que vous allez prendre dans votre échantillon soit, n'est-ce pas, représentatif. Pour rester dans le modèle sénégalais, dans le cas sénégalais, si vous voulez faire une recherche sur le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants au Sénégal et que vous prenez uniquement des enseignants de Dakar, votre échantillon ne sera pas représentatif puisque le Dakar ne fait pas le Sénégal. Le Dakar, c'est tout juste une petite partie c'est la capitale, mais c'est tout juste une petite partie du pays, n'est-ce pas? Alors, donc, votre échantillon, pour être représentatif, doit inclure des enseignants de toutes les régions du Sénégal. Encore, cela ne signifie pas qu'il faut interroger tout le monde, mais il doit être représentatif. S'il n'est pas représentatif, on parle de biais d'échantillonnage, pour dire que votre échantillonnage n'est pas assez représentatif. Et il y a plusieurs types d'échantillonnage, et donc ça va être ma dernière diapositive. C'est pourquoi j'ai dit à M. Ba que nécessité d'attendre que je finisse. Donc, il y a plusieurs types d'échantillonnage. Il y a l'échantillonnage probabiliste, n'est-ce pas? Vous l'aurez entendu. Probabiliste, ça réfère à tout ce qui est quantitatif. N'est-ce pas? C'est fait de façon aléatoire, d'où le premier type, échantillonnage aléatoire simple. On a aussi l'échantillonnage au hasard systématique, échantillonnage au hasard stratifié. Comme je dis, je ne vais pas expliquer tout cela aujourd'hui, mais je pourrais le faire à un autre moment. De l'autre côté, échantillonnage non probabiliste, n'est-ce pas? Vous avez l'échantillonnage intentionnel, accidentel, par quota ou par boule de neige. Je sais que boule de neige, ça c'est une expression, n'est-ce pas, qui est assez contextualisée. Alors donc, voilà pourquoi j'ai ajouté par réseau, parce que la neige n'existe pas partout dans le monde. Ok, j'ai débordé un tout petit peu. Il est 12h07. Je sais que je suis aussi attendu ailleurs. Alors, parce que j'ai dit que je ne suis pas que chercheur, je suis aussi, n'est-ce pas, directeur adjoint ailleurs. Alors, donc, je suis aussi attendu ailleurs. Mais je vais m'arrêter là. Je réitère ma proposition d'approfondir cela à un autre moment, mais je prendrai quand même quelques questions. Monsieur Cissé, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur Touré-Jacques. Je crois que même avec le temps qui vous est imparti, vous avez donc fait l'effort de passer beaucoup d'informations même. Je crois que les étudiants vont en profiter. Ils sont maintenant plus de 37 dans le panel, plus donc nous 5, ça fait 42 personnes dans le panel, qui est une bonne audience, je crois bien. Donc, on va d'abord commencer par les questions qui sont dans le chat et après, on va donner la parole aux autres. Voilà, donc c'est ça. Okay. Je ne sais pas si vous pourrez voir ce qui est dans le panel ou bien je vous ai des questions. Ok, allez-y.
Voilà, donc il y a monsieur Hassimou Diallo. Hassimou, c'est un étudiant je crois, du master. Sa question concerne comment est-ce que le chercheur doit faire pour tracer la frontière entre ce qui résulte de son intuition et ce qui est sa véritable démarche scientifique. Donc, c'est ça quoi, c'est la frontière entre l'intuition et la démarche scientifique. Comment est-ce que le chercheur doit faire pour tracer ça clairement? Ça, c'est la question de Hassimou Dia. OK. Alors, je vais question où je vous fais donc. Je vais répondre à la question assez rapide. Oui, je vais aller. OK. L'intuition existe. L'intuition fait partie de nous-mêmes. On peut pas faire abstraction de l'intuition. Mais on ne peut pas s'arrêter non plus à l'intuition. L'intuition, c'est ce qu'on perçoit au début. J'ai parlé tout à l'heure de l'impact de la nouvelle réforme au Sénégal sur les enseignants. N'est-ce pas? Mais ça part quelque part, celui qui veut mener cette question a au début l'intuition que quelque part la nouvelle réforme, ça peut ne pas plaire à tous les enseignants ou la mise en pratique peut ne pas convenir à tout le monde. Ça, c'est une intuition. Okay? Il part de là, mais il peut pas s'arrêter à cela. Hein? Donc ça, c'est le point de départ. Et après cela, n'est-ce pas, une fois que c'est conçu comme ça, c'est une idée qui est dans sa tête. Et maintenant, il passe maintenant à la phase active, c'est-à-dire la recherche en elle-même. Alors, s'il veut étudier le sentiment d'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle, eh ben, il faut aller faire des recherches sur c'est quoi le sentiment d'efficacité personnelle. Comment ça fonctionne? D'où est-ce que ça vient? Comment ça se manifeste? Hein? Et puis, bien avant lire aussi, n'est-ce pas, pour voir quelles sont les publications qui ont été faites dans le domaine au Sénégal. Et si aucune étude n'a été faite, bingo, ça peut être une porte, ça peut être une porte à ouvrir, par exemple. Donc, ça peut montrer déjà la pertinence que vous allez dire à la fin de votre problématique. Tout juste pour me résumer, l'intuition, elle n'est pas mauvaise, n'est-ce pas, elle existe. Je pense que beaucoup de recherches partent de là, mais on ne peut pas se limiter à cela. Une fois que vous avez eu l'intuition, maintenant il faut passer à la phase pratique, c'est-à-dire la démarche rigoureuse de recherche. Une question de Amadou qui dit, est-ce que seule l'interaction avec un professeur ou un expert suffit pour boucler une recherche? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire. Non, ça ne peut pas, c'est pas l'expert qui fait votre recherche pour vous. Ce n'est pas le directeur de recherche ou le prof qui fait votre recherche pour vous. Il est là pour vous guider. Et la recherche vous appartient, vous, en tant qu'étudiant. C'est vous qui devez produire des connaissances nouvelles. Votre master, votre mémoire de master doit produire des connaissances nouvelles. Et c'est vous qui en avez l'initiative. Ce n'est pas le directeur de recherche. Il peut même pas vous dire de ne pas faire ce que vous voulez faire, sauf s'il y a des raisons objectives et évidentes. Sinon, c'est un projet qui vous appartient. Il est là pour vous accompagner et non pour vous contrarier. Prochaine question. Alors, est-ce que la descente sur le terrain est nécessaire pour tous les types de recherche? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire de la recherche à distance? Mais comment est-ce que vous allez faire votre collecte de données si vous n'allez pas sur le terrain? Ça, c'est la question à la réponse. Que ce soit une recherche quantitative ou une recherche qualitative. Pour la recherche qualitative, la question ne se pose même pas. Là, pour la recherche qualitative, interprétative, vous devez absolument être sur le terrain. Sinon, ça n'a pas de sens. La recherche quantitative, même si on voulait administrer des questionnaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez administrer des questionnaires à distance, n'est-ce pas, avec quelque chose, comment dirais-je, par Internet. Oui, si vous voulez, mais vous devez montrer que vous connaissez exactement le milieu que vous voulez étudier. Donc, pour la recherche qualitative, il faut absolument être sur le terrain. Pour la recherche quantitative, vous pouvez concevoir des outils, des instruments qui peuvent vous permettre de faire votre recherche à distance. Moi, par exemple, d'ici du Canada, je peux étudier le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants de l'UVS
à travers simplement un questionnaire. Je peux rester ici, puis vous envoyer le questionnaire, vous demander de répondre, et puis ensuite, à la suite de ça, je peux l'analyser. Donc, cela dépend du type de recherche que vous voulez mener. Prochaine question. Alors, c'est une question de M. Ibrahim Kone. Que pensez-vous des entrevues par téléphone pour établir son questionnaire? On n'établit pas un questionnaire par téléphone. Le questionnaire, c'est vous qui devez l'élaborer avant la recherche. Mais ce que vous voulez dire, c'est que utiliser le questionnaire, le téléphone pour collecter des données, pour réaliser des entrevues, ça, c'est la question que vous voulez poser. Et oui, donc oui, ça peut se faire, n'est-ce pas, de plus en plus. Aujourd'hui, depuis la COVID, on fait même des entrevues avec Zoom. J'en ai fait l'année passée. Oui, de plus en plus. Mais si vous pouvez être sur le terrain, il n'y a rien qui dépasse cela. Alors, on a posé la question de Hassimou. Mbaye Diagne, c'est une contribution, je crois. Mbaye Diagne, il dit lorsqu'on prend un document en référence pour expliquer une idée, quelles sont les parties obligatoires qu'on doit mentionner? Monsieur Touré, lorsqu'on prend un document en référence pour expliquer une idée, quelles sont les parties obligatoires qu'on doit mentionner? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment une très bonne question. J'avais prévu... les plagiats, pour éviter les... Voilà. Voilà. Ça, c'est une question assez importante et même ici, sur nos campus, on donne maintenant un cours aux nouveaux étudiants en ce qui concerne l'intégrité intellectuelle. Et puis aussi les méthodes, on ne peut pas enseigner les méthodes de recherche sans montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que on procède aux citations. Je pense pas qu'on a le temps et je pense que ça, c'est un intérêt que vous avez. Monsieur Cissé, notez-le. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que si vous êtes en sciences de l'éducation, vous devez utiliser les méthodes APA. APA, c'est American Psychology Association. Donc, c'est la convention qu'on utilise en sciences de l'éducation pour écrire. Maintenant, si vous faites une recherche à partir de conventions APA, méthode APA, sur Internet, ça va vous donner comment on cite, n'est-ce pas? Vous pourrez avoir de plus en plus d'informations. Autrement dit, rapidement, comment on fait? Si je prends un document que je suis en train de lire, dont je vais m'inspirer, si je veux citer un extrait, un paragraphe, ou non, un paragraphe c'est trop long, mais même ça peut arriver, disons une phrase, une idée qui est contenue dans une phrase, je la prends et je prends la phrase et je la mets entre guillemets et à la fin des guillemets, je mets le nom de famille du chercheur, virgule, la date de publication, virgule, la page, le tout en parenthèse. Si je commence ma phrase et que je vais dire selon, disons, Sané, votre prof Sané, j'ai lu une des applications. Alors, donc, si je dis selon Sané, là, je dis selon Sané, seulement entre parenthèses, je mettrai l'année et soit je paraphrase son idée, je la mets dans mes propres mots et je ne vais pas répéter plus de 3 mots, n'est-ce pas, de sa phrase. Soit j'ouvre les guillemets, j'inscris son idée et j'inscris son idée et à la fin, je mets entre parenthèses la page. Parce qu'il faut des références précises. Mais je sais que dit comme cela, c'est un peu
c'est un peu théorique, c'est difficile de voir, n'est-ce pas? Mais si je vais faire une présentation, je vous aurais donné des cas concrets, hein, avec à l'écran des exemples assez concrets. Mais là, ce que j'ai dit, je l'ai dit assez rapidement, mais vous avez besoin de voir comment ça se fait pour le savoir. Je suis vraiment content que cette question ait été posée, parce que c'est un vrai problème sur le terrain. C'est quoi le problème? C'est simplement le plagiat. Voilà, certainement on aura l'occasion d'en parler. C'est ça, c'est le plagiat. Vous pouvez être bien intentionné, mais si vous ne savez pas comment citer, ben, c'est quand même du plagiat. Voilà, vous ne pouvez pas dire non, je ne savais pas. Donc, c'est important de savoir. Donc, je dirais même que beaucoup plus important que connaître les méthodes de recherche, il faut savoir comment citer. Ça vient avant même de savoir comment faire une recherche. OK, prochaine question. C'est un problème assez sérieux quand même. Il faudra donc, je pense, donner le temps d'en discuter plus amplement. On a pas mal de questions, hein, M. Touré. Je vois. Je crois beaucoup. Il me reste, je vous donne jusqu'à 30, hein. Jusqu'à 12h30. Ouais. 12h30. Ouais. C'est dans 8 minutes chez vous. Oui, il est midi chez nous. Jusqu'à 12h30. Je ne sais pas, il est quoi chez vous? On a pratiquement 5 questions, hein. Je vais donc faire le bloc là. OK, allez-y. Là, c'est un enseignant qui est parmi nous, le docteur Guy Amadou. Il dit que certains pensent qu'une recherche quantitative ne s'occupe uniquement que des données quantitatives. Et celles qualitatives, les données qualitatives. Qu'en est-il? Autrement dit, les résultats d'une recherche quantitative sont-ils à 100% quantitatifs et vice-versa? Ça c'est une grande question. Est-ce que les recherches est-ce que les données quantitatives doivent être à 100% quantitatif et vice-versa? OK. De plus en plus, il y a des logiciels qui essaient de faire le lien entre les deux. Alors, j'ai vu ça récemment, que même des verbatims, on essayait d'utiliser des verbatims dans des outils d'analyse conçus pour la recherche quantitative. Ça, c'est de plus en plus que ça vient, mais ça demande une certaine expertise. Je vais lui répondre de façon concrète en disant que si je recueille des verbatims. Là, on est déjà dans la recherche qualitative. Et au lieu de faire une analyse de contenu approfondi, je vais me limiter à la fréquence de certains mots, par exemple, dans les verbatims. Donc, il comprendra que si je veux me limiter à la fréquence, on est déjà dans le décompte. Et si je veux compter, je suis maintenant du côté quantitatif, là. Voilà. Et donc, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui de plus en plus aident à faire cela. Voilà. Mais, a priori, oui, il faudra utiliser des outils, n'est-ce pas, qui obéissent à chacun de ces paradigmes. Maintenant, dans l'analyse, on peut faire preuve de créativité si on veut. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais pour répondre au professeur. La prochaine question? La prochaine question nous vient de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, M. Faye, d'être parmi nous. Il demande qu'est-ce qui justifie le cadre de référence pour qu'il soit théorique ou conceptuel. Oui. Les questions sont très pertinentes, hein? Oui, elles sont bonnes. Vraiment, j'aurais dû, si j'avais le temps, j'aurais dû faire aussi, j'aurais pas peut-être dû sauter le cadre de référence parce que, pour moi, c'est comme si j'ai fait une présentation à moitié. Mais comprenez-moi, hein, ça, c'est quelque chose que je fais sur une période beaucoup plus longue. En une heure, il fallait que je fasse des choix. OK. Alors, la différence entre quatre conceptuels et quatre théoriques. Si dans votre recherche, vous vous reposez uniquement sur des concepts, là, j'ai pris l'exemple du sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est un concept. Si c'est cela le cœur de votre recherche, par exemple,
et que ça se limite à cela. Mais vous n'allez pas parler de cas théoriques. Vous allez vous limiter à l'explication de ce concept-là. Autrement dit, dans le cadre conceptuel, on explique davantage les concepts, n'est-ce pas, qui seront en usage ou auxquels nous avons recours pour que le lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, si dans votre recherche repose sur des théories, mais là, vous parlez de cas théoriques et vous expliquez ces théories-là davantage pour dire comment est-ce que vous allez utiliser ces théories-là dans votre recherche. Maintenant, il y a des chercheurs qui utilisent à la fois des théories et des concepts. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que on ne doit pas mettre de frontières puisque les théories se renferment des concepts. Donc, pour simplifier cela, moi je dis, n'est-ce pas, mes étudiants, je dis lorsque je fais des présentations, c'est tellement plus simple de dire cadre de référence. Dans le cadre de référence, vous pouvez utiliser les deux. Parce que si vous avez des concepts et des théories, si vous dites cadre conceptuel, tout rentre là-dedans. Si vous dites cadre de référence et que vous n'avez que des concepts, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Donc, c'est cela. Voilà pourquoi j'ai parlé de cadre de référence. Alors, on a posé la question de Hassimou. Mbaye Diagne, c'est une contribution, je crois. Mbaye Diagne, qui dit lorsqu'on prend un document en référence pour expliquer une idée, quelles sont les parties obligatoires qu'on doit mentionner? Monsieur Touré, lorsqu'on prend un document en référence pour expliquer une idée, quelles sont les parties obligatoires qu'on doit mentionner? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment une très bonne question. J'avais prévu... les plagiats, pour éviter les... Voilà. Voilà. Ça, c'est une question assez importante et même ici, sur nos campus, on donne maintenant un cours aux nouveaux étudiants en ce qui concerne l'intégrité intellectuelle. Et puis aussi les méthodes, on ne peut pas enseigner les méthodes de recherche sans montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que on procède aux citations. Je pense pas qu'on a le temps et je pense que ça, c'est un intérêt que vous avez. Monsieur Cissé, notez-le. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que si vous êtes en sciences de l'éducation, vous devez utiliser les méthodes APA. APA, c'est American Psychology Association. Donc, c'est la convention qu'on utilise en sciences de l'éducation pour écrire. Maintenant, si vous faites une recherche à partir de conventions APA, méthode APA, sur Internet, ça va vous donner comment on cite, n'est-ce pas? Vous pourrez avoir de plus en plus d'informations. Autrement dit, rapidement, comment on fait? Si je prends un document que je suis en train de lire, dont je vais m'inspirer, si je veux citer un extrait, un paragraphe, ou non, un paragraphe c'est trop long, mais même ça peut arriver, disons une phrase, une idée qui est contenue dans une phrase, je la prends et je prends la phrase et je la mets entre guillemets et à la fin des guillemets, je mets le nom de famille du chercheur, virgule, la date de publication, virgule, la page, le tout en parenthèse. Si je commence ma phrase et que je vais dire selon, disons, Sané, votre prof Sané, j'ai lu une des applications. Alors, donc, si je dis selon Sané, là, je dis selon Sané, seulement en parenthèse, je mettrai l'année et soit je paraphrase son idée, je la mets dans mes propres mots et je ne vais pas répéter plus de 3 mots, n'est-ce pas, de sa phrase. Soit j'ouvre les guillemets, j'inscris son idée et j'inscris son idée
et à la fin, je mets entre parenthèses la page. Parce qu'il faut des références précises. Mais je sais que dit comme cela, c'est un peu c'est un peu théorique, c'est difficile de voir, n'est-ce pas? Mais si je vais faire une présentation, je vous aurais donné des cas concrets avec à l'écran des exemples assez concrets. Mais là, ce que j'ai dit, je l'ai dit assez rapidement, mais vous avez besoin de voir comment ça se fait pour le savoir. Je suis vraiment content que cette question ait été posée parce que c'est un vrai problème sur le terrain. C'est quoi le problème? C'est simplement le plagiat. Voilà, certainement on aura l'occasion d'en parler. C'est ça, c'est le plagiat. Vous pouvez être bien intentionné, mais si vous ne savez pas comment citer, ben, c'est quand même du plagiat. Voilà, vous ne pouvez pas dire non, je ne savais pas. Donc, c'est important de savoir. Donc, je dirais même que beaucoup plus important que connaître les méthodes de recherche, il faut savoir comment citer. Ça vient avant même de savoir comment faire une recherche. OK, prochaine question. C'est un problème assez sérieux quand même. Il faudra donc, je pense, donner le temps d'en discuter plus amplement. On a pas mal de questions, hein, Monsieur Touré. Je vois. J'ai pas beaucoup. Il me reste. Je vous donne jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 12h30. Ouais. 12h30. Ouais. C'est dans 8 minutes chez vous. Oui, il est midi chez moi. Jusqu'à 12h30. Je sais pas, il est quoi chez vous? On a pratiquement 5 questions. Hein. Je vais donc faire le bloc là. Ok, allez-y. Là, c'est un enseignant qui est parmi nous, le docteur Guy Amadou. Il dit que certains pensent qu'une recherche quantitative ne s'occupe uniquement que des données quantitatives. Et celles qualitatives, les données qualitatives. Qu'en est-il? Autrement dit, les résultats d'une recherche quantitative sont-ils à 100% quantitatifs et vice-versa? Ça c'est une grande question. Est-ce que les recherches est-ce que les données quantitatives doivent être à 100% quantitatifs et vice-versa? OK. De plus en plus, il y a des logiciels qui essaient de faire le lien entre les deux. Alors, j'ai vu ça récemment que même des verbatims, on essayait d'utiliser des verbatims dans des outils d'analyse conçus pour la recherche quantitative. Ça, c'est de plus en plus que ça vient, mais ça demande une certaine expertise. Je vais lui répondre de façon concrète en disant que si je recueille des verbatims, là, on est déjà dans la recherche qualitative. Et au lieu de faire une analyse de contenu approfondi, je vais me limiter à la fréquence de certains mots, par exemple, dans les verbatims. Donc, il comprendra que si je veux me limiter à la fréquence, on est déjà dans le décompte. Et si je veux compter, je suis maintenant du côté quantitatif, là. Voilà. Et donc, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui de plus en plus aident à faire cela. Voilà. Mais, a priori, oui, il faudra utiliser des outils, n'est-ce pas, qui obéissent à chacun de ces paradigmes. Maintenant, dans l'analyse, on peut faire preuve de créativité si on veut. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais pour répondre au professeur. La prochaine question? La prochaine question nous vient de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, M. Faye, d'être parmi nous. Il demande qu'est-ce qui justifie le cadre de référence pour qu'il soit théorique ou conceptuel. Oui. Les questions sont très pertinentes. Hein? Oui, elles sont bonnes. Vraiment, j'aurais dû, si j'avais le temps, j'aurais dû faire aussi, j'aurais pas peut-être dû sauter le cadre de référence parce que, pour moi, c'est comme si j'ai fait une présentation à moitié. Mais comprenez-moi, hein, ça, c'est quelque chose que je fais sur une période beaucoup plus longue. En une heure, il fallait que je fasse des choix. OK. Alors, la différence entre cadre conceptuel et cadre théorique.
si dans votre recherche, vous vous reposez uniquement sur des concepts, là, j'ai pris l'exemple du sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est un concept. Si c'est cela le cœur de votre recherche, par exemple, et que ça se limite à cela, mais vous n'allez pas parler de cas théoriques. Vous allez vous limiter à l'explication de ce concept-là. Autrement dit, dans le cadre conceptuel, on explique davantage les concepts, n'est-ce pas, qui seront en usage ou auxquels nous avons recours pour que le lecteur puisse comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, si dans votre recherche repose sur des théories, mais là, vous parlez de cas théoriques et vous expliquez ces théories-là davantage, vous dites comment est-ce que vous allez utiliser ces théories-là dans votre recherche. Maintenant, il y a des chercheurs qui utilisent à la fois des théories et des concepts. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que on ne doit pas mettre de frontières puisque les théories se renferment des concepts. Donc, pour simplifier cela, moi je dis, n'est-ce pas, mes étudiants, je dis lorsque je fais des présentations, c'est tellement plus simple de dire cas de référence. Dans le cas de référence, vous pouvez utiliser les deux. Parce que si vous avez des concepts et des théories, si vous dites cadre conceptuel, tout rentre là-dedans. Okay. Je redonne la parole au doyen de la faculté de directeur du pôle. Professeur Sané, Mamadou Vialamine, si tu es là. Oh, oui, bonjour. Allô, bonjour, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Je connais bien Jacques. Bon, il est quand il aime quelque chose, il va au fond. Et Jacques, c'est vraiment très, très, très bien. Et puis, on a beaucoup échangé sur ces questions de recherche. Jacques, il est très, très rigoureux. Et même parfois, entre nous, on n'est pas d'accord. Entre lui et moi, parfois, quand on échange sur les textes là, tout de suite, il commence à voir où il y a des trous, où il y a des trucs, des critiques. Voilà, c'est quelqu'un qui est très, très rigoureux en matière de recherche. Et comme il dit, ne soyez pas timide, parce que la recherche là, il n'y a pas de hiérarchie en matière de recherche. C'est ça. Nous, au Canada, il m'est arrivé d'envoyer un article dans une revue et que l'article soit accepté. Mon directeur de thèse envoie dans la même revue, son article est refusé. Parce que ceux qui évaluent la recherche, et ils ne voient pas le titre de celui qui l'a écrit. D'ailleurs, il ne peut même pas le voir. Il ne voit même pas le nom. On ne voit pas le nom. Voilà, c'est anonymat. Donc, si vous faites le travail, il n'y a pas de miracle. Vous travaillez, vous allez être les meilleurs. Vous ne faites rien, vous n'irez nulle part. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est professeur dans une université que vous ne pouvez pas faire comme lui ou plus que lui. Ouais. Et le problème de la recherche, c'est très profond, Jacques. C'est extrêmement profond. Tu es africain, tu as fait un peu le tour de l'Afrique. C'est ce que disait le professeur Ba. Toi, tu disais tout le temps Cissé. C'est pas Cissé. Hein. Son nom, il y a Cissé, mais le nom de famille, c'est Ba. Hein. D'accord. Voilà, c'est Ba. Alors, donc, c'est comme tu dis, Jacques, au niveau même, je dis la profondeur de ce malaise est telle qu'il faut même revoir le système d'enseignement. Ouais, je vous parle en tant que spécialiste des sciences de l'éducation et aussi de la pédagogie. Parce que le système d'enseignement est tel que les évaluations qui sont données à nos étudiants, si vous regardez un sujet qui est donné aux étudiants, vous verrez que c'est de la récitation souvent, ou c'est de la production, c'est de la récitation qui est demandée aux étudiants. Il n'y a pas une élaboration méthodologique de réponses qui sont attendues auprès de l'étudiant. Donc, ce qui fait que déjà, l'étudiant est handicapé par rapport à la démarche scientifique. Parce que même un devoir, même un examen qui est donné, un devoir à rendre, on doit y introduire une méthodologie de recherche. Par exemple, comment il a abordé la problématique, comment il fait quelque chose, une carte de référence,
et puis qui justifie un peu les données, comment il les a obtenues, des trucs comme ça. Mais ça se fait tout au cours de la formation de l'étudiant. C'est comme ça que à un certain niveau, il va être rodé, parce que les méthodes de recherche, c'est très, très vaste. Et même nous, au Canada, quand vous vous rappelez de Vandermarin, quand il organisait ces méthodes de recherche, c'est tous les étudiants des universités qui viennent. Les gars de l'UQAM viennent, les gars de Sherbrooke viennent, l'Université de Montréal viennent. Les gens, c'est des thèmes qui regroupent à la fois des gens de master et de doctorat. Il n'y a pas de hiérarchie là. On peut avoir des thèses, des mémoires qui sont 10 000 fois mieux que les thèses. Ouais. Donc, les gens n'ont pas de complexe. Voilà. Il n'y a pas de complexe. Donc, travailler, et comme vous dites, il nous revient à nous aussi de travailler sur ces éléments-là, nous, en tant que responsables. Bon, maintenant, parfois aussi, la configuration des institutions peut être un facteur bloquant par rapport à certaines réformes qu'on va mener, mais nous ferons tout ce qui est de notre possible pour introduire ces changements-là au niveau du pôle, surtout au niveau des cellules pédagogiques. Il faut tout simplement que nous prenions nos responsabilités pour que certains cours soient introduits et qu'on fasse l'effort pour sensibiliser nos collègues afin que les méthodes de recherche soient introduites de façon implicite au niveau des différents, à travers les différents travaux qui sont donnés aux étudiants. Et on le voit, hein, vous savez notre fameux CAMES. Vous savez, chaque année, le CAMES, il rejette des dossiers. Le plagiat, ça revient. Ça dit que autant on parle de plagiat avec les étudiants, autant on parle de plagiat même avec des professeurs d'université. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Oui, ça dit que, et parfois ce n'est pas intentionnel. C'est parce que la formation que les gens ont reçue n'est pas assez bien solide, n'est pas encore assez bien faite pour qu'ils s'habituent à mieux citer les gens. Oui, donc c'est extrêmement difficile. Et je terminais aussi par une recherche faite par un de nos collègues à l'UQAM. Est-ce que vous êtes là, vous m'écoutez? Allô? Oui, bien sûr. Voilà, je terminais. Un des collègues qui faisait une recherche sur le plagiat, c'était à l'UQAM. Et ça a fait, quand il a publié ses résultats, les gens, nous étions là, on a fait du bruit, surtout nous les Africains, les Arabes et autres là. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme conclusion? Que les étudiants immigrants étaient plus dans le plagiat que les autres étudiants. Et tout ça, nous, on l'a indexé comme un raciste. On a dit, voilà, c'est un raciste, voilà, il parle de plagiat des étudiants étrangers, c'est un raciste. Mais en fait, quand on a vu les conclusions, ce qu'il a expliqué, en fait, c'est que quand il a rencontré les étudiants pour comprendre pourquoi ce plagiat, pourquoi il y a plus d'étudiants qui sont confrontés à un problème de plagiat au niveau des comités de sanction et autres, et il s'est rendu compte qu'en fait, c'est que ces étudiants-là, ils ne sont pas venus pour faire de la tricherie. C'est des étudiants qui avaient des difficultés à faire des citations. Donc, c'était un problème de formation. Ce n'était pas de leur faute. Et il a expliqué avec des données. Oui, parfois, les gens sont traînés dans les comités de discipline. Et quand on regarde les éléments, on voit que c'est pas leur faute. Oui. Non, mais je te comprends tout à fait. Je te comprends, voilà. Sané. Oui, non, tu as tout à fait raison. Et comme c'est toi le doyen, il faut vraiment faire quelque chose dans ce sens. Et parce que là, tu as parlé de plusieurs choses, on va conclure sur ça. Les derniers points que tu as soulevés sont pertinents. Et sensibiliser les enseignants du pôle pour dire les évaluations, il ne suffit pas de donner un sujet et pas à tout le monde pour dire non. Il faut qu'ils soient en mesure d'évaluer non seulement les connaissances déclaratives, mais aussi des connaissances procédurales. Quand on est à l'université, on ne doit pas simplement évaluer des connaissances déclaratives. C'est trop facile. Hein? Et donc, mettre l'accent sur la connaissance procédurale. Alors, mais ça vous appartient. Je crois que vous êtes à la place qu'il faut, Monsieur Sané, et vous avez des idées claires là-dessus. Voilà, et je suis sûr que vous serez capable de le faire. OK.
Alors, voilà, donc je pense que c'était ton mot de la fin, Monsieur Sané. Voilà, c'est le mot de la fin, sinon te remercier. Et on t'attend déjà. Tu viens en grand pompe, par la grande porte. Je rappelle que Jacques a toujours été sollicité pour travailler avec nous. Il est trop pris. Mais voilà, c'est fait. Il est parmi nous. Nous allons lui confier des cours. Voilà. On prépare le congrès, hein, Jacques, sur l'éducationnel. Oui, ben là, oui, ça, on a OK. Et le dernier conseil que je voudrais donner aux étudiants, j'ai vu un commentaire dans le chat et ça m'a interpellé, qui dit pour faire un mémoire, il faut lire beaucoup de livres et de documents. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité vraiment qui fait défaut chez nous. Les étudiants n'ont pas beaucoup accès. Ça va être mon dernier point parce que j'ai quelqu'un qui m'attend tout juste à côté. N'ont pas accès aux publications. Hein. J'ai commencé en parlant de lire la publication pour faire l'état des lieux. Et ça, il va falloir vraiment y songer en tant que responsable. Parce que les livres, le problème des livres, c'est qu'une fois que c'est publié, 2 ou 3 mois après, c'est dépassé. Alors qu'il y a l'actualité des sources. Hein. Ce que vous étudiez doit être assez récent. Vous pouvez, par exemple, faire des partenariats avec les universités ici pour que les étudiants aient accès à leurs publications. Ça, c'est pas du tout difficile. D'ailleurs, j'ai l'idée, n'est-ce pas, d'explorer la question avec l'une des 2 universités auxquelles je suis rattaché. OK, oui, pour donner des cours, oui, ça, on pourrait regarder ça. Moi, je ne ferme pas la porte. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. Donc, sur ce, je vous remercie tous de m'avoir invité. Et puis, voilà, à la prochaine. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup à Mame Diarra Gueye. Merci, professeur Sané. Et merci à tous. Jacques va disponibiliser donc les slides. Je partage avec vous. Et à la prochaine. Donc, la prochaine rencontre est déjà fixée pour le 13 octobre. Donc, avec notre collègue Assunta, aussi une Canadienne, qui est au Canada, une Africaine certainement, voilà, qui va nous aussi donner donc une conférence donc dans le cadre de la pédagogique. Merci beaucoup à tous et à toutes et une bonne soirée. Allez, au revoir.